Il est 8h31. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et notre invité ce matin est Paul Le Guernic, adjoint au maire de Pontivy en charge de l'attractivité économique, la tranquillité publique, la sécurité et les affaires générales. Il est également conseiller communautaire et il est venu depuis Pontivy jusqu'à nous pour être en direct au micro de la matinale. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane, et c'est moi qui vous remercie de cette invitation. Alors, Paul Le Guernic, on est dans une situation très compliquée aujourd'hui, situation politique, situation également économique. Comment ça se passe en Centre-Bretagne? Comment une ville comme Pontivy arrive à faire face à ces complications qui parfois viennent de loin? Là, je pense que l'actualité, les températures redescendent, donc il va y avoir les gros problèmes au niveau énergétique. Donc les villes ont à gérer en fait ce qui est leur problème domestique, c'est-à-dire chauffer les gymnases, chauffer les écoles. Bon, à Pontivy, nous avons pris un peu d'avance puisque depuis 2014, notamment Alexandra Leny, qui est l'adjointe aux travaux, a beaucoup investi dans l'isolation des bâtiments et le chauffage, ce qui fait que depuis 2014, nous consommons 15% d'énergie en moins entre l'éclairage, le chauffage. Donc ça, c'est un boulot de fond qui a été fait. C'est pas de la com, c'est pas de dire on va se mettre un peu plus à vélo, je ne sais quoi. Bon, vous ne verdissez pas finalement. Vous aviez une politique qui a été pensée. Oui, une politique qui a été pensée et qui était nécessaire puisque quand nous sommes arrivés, les investissements dans, on va dire, le courant et le quotidien n'avaient pas été faits, donc les chaudières étaient très enseignes. Donc voilà, au niveau énergétique, je pense que la ville de Pontivy n'a pas à rougir de son bilan, ce qui permet comment dirais-je, d'envisager l'avenir avec sérénité, puisque même si les prix augmentent, et bien comme la consommation a beaucoup diminué, ça devrait pouvoir l'un dans l'autre se compléter. Et ensuite, la grosse inquiétude, c'est pour les entreprises, puisque vous savez que le prix de l'énergie, le prix résiduel de l'énergie sur le kilowattheure a beaucoup augmenté, parfois multiplié par des quantités astronomiques. Et nous avons un bassin d'emploi agroalimentaire, donc avec des entreprises qui sont parfois consommatrices d'énergie. Et donc le problème va se poser avec beaucoup d'acuité pour elles, évidemment. On voit des entreprises déjà en France, bien au-delà des frontières pontiviennes ou même bretonnes, qui sont obligées d'arrêter la production ou de diminuer la production, parfois d'avoir recours au chômage technique pour passer cette crise énergétique et surtout pour faire diminuer les coûts. Une ville comme Pontivy, vous le disiez, vous aviez pensé déjà à l'avance. Est-ce que c'est perfectible? On pense évidemment à l'éclairage public, par exemple, ça fait débat aujourd'hui. Est-ce qu'on peut diminuer encore plus l'éclairage public? Est-ce qu'on peut encore faire des économies d'échelle sur ces coûts de l'énergie qui sont faramineux aujourd'hui? Donc moi, à titre personnel, je pense qu'il est beaucoup plus important de gagner en efficacité énergétique, c'est-à-dire pour faire la même chose, consommer moins, ça c'est intelligent, et c'est le sens du progrès, plutôt que de réduire en fait la qualité du service. Mais là, par rapport aux mesures d'urgence, il va y avoir, présenté au prochain conseil municipal, effectivement des ajustements concernant l'éclairage public, comme vous l'avez dit. Donc ce boulot-là, on va le faire aussi de manière urgente et immédiate, mais pour moi, ça n'est pas ce qu'il y a de plus important. Voilà. Dans l'échelle d'importance, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup du climat aussi, l'un résonnant avec l'autre. Le climat, aujourd'hui, c'est la grande préoccupation. Comment des villes comme Pontivy, là encore, peuvent s'inscrire dans des petites actions. Alors quand je dis petites, c'est pas du tout péjoratif, mais je veux dire à l'échelle globale, des petites actions pour essayer, quelque part, de faire quelque chose pour le climat. Bien, il y a effectivement la préoccupation sur le climat et plus généralement pour la qualité des environnements, de vie et d'évolution pour les gens. Donc, il y a le travail de fond, comme je l'ai dit, d'un point de vue administratif et puis interne sur l'énergie. Nous travaillons aussi, on a mis du temps, il faut reconnaître qu'on n'a pas forcément été très bon là-dessus, sur le vélo à Pontivy, pour permettre des déplacements plus faciles de toutes les populations. Donc ça va avancer aussi puisque nous avons déjà cartographié l'ensemble de ce qui a été fait et ce qui va être fait, grâce surtout au nouveau directeur des services techniques que nous avons. Donc ça, c'est pour le transport. Nous avons aussi beaucoup verdi les parterres, les parcs. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'immédiat aussi qui permet d'avoir un environnement de vie qui est meilleur. Et ensuite, eh bien, sur les sujets du climat, savoir s'il va faire plus chaud ou moins chaud, l'impression que malheureusement les villes ont, contrairement à la communication qui peut être faite, assez peu d'influence là-dessus.
c'est des problèmes qui vont se régler plus, je pense, par l'industrie, la science, la politique aussi sans doute, mais assez peu malheureusement à l'échelle des villes. Alors, vous parliez de transport, Paul Le Garnic, vous savez, j'aime beaucoup le train. Il y a une ligne de chemin de fer à Pontivy, il y a même une très belle gare à Pontivy. Est-ce que vous espérez le retour du train à Pontivy pour justement aussi coordonner ces mobilités? On parle beaucoup de mobilité aujourd'hui avec le sud de la Bretagne d'un côté et le nord de la Bretagne de l'autre, Pontivy étant pratiquement central. Le souhait du retour du train est un axe politique fort, des demandes régulières de Madame le maire, Christine Lestrade, qui siégeait auparavant au Conseil régional, pour défendre ce dossier-là. Lorsque nous parlons d'attractivité des territoires, on se rend compte que bien souvent, ce problème de transport et d'accès est un point qui revient, notamment lorsque nous cherchons des médecins ou des cadres pour venir travailler en Centre-Bretagne. Donc de ce point de vue-là, c'est important. Et c'est un objectif que nous avons à long terme. Cependant, je pense qu'il ne faut pas promettre monts et merveilles non plus. Il faudra un jour que la région, puisque c'est une compétence régionale le transport, étudie concrètement les volumes qu'il faut, le nombre de gens qui seraient intéressés, les coûts de revient, les prix. Pour l'instant, ça n'a pas été fait. Mais je me souviens que c'était une promesse au niveau local d'Elisabeth Pedrono quand elle a été élue conseil régional de Pontivy avec Chénet-Girin. Donc je pense qu'ils vont s'y atteler. S'ils ne le font pas, nous leur rappellerons leur devoir. Alors on va parler de politique, figurez-vous. On en parle un peu, parce que tout ça c'est de la politique, Paul Le Garnic. La politique aujourd'hui, c'est aussi une période particulière où on a une rentrée parlementaire qui va avoir lieu là dans quelques jours. C'est aussi un contexte très compliqué, la guerre en Ukraine, on le parlait avec cette crise économique et cette crise de l'énergie. C'est aussi beaucoup de tangage en Europe. On voit l'Italie depuis ce matin qui a quand même un gouvernement très à droite, pour ne pas dire à l'extrême droite. En tout cas, une première ministre sans doute d'extrême droite. Est-ce que c'est de nature à vous inquiéter, vous qui êtes depuis déjà longtemps dans la politique? Oh, déjà longtemps à un petit niveau. Moi, j'ai été conseiller municipal pendant 3 ans et puis maintenant je suis un peu adjoint au maire. Donc voilà, mais... J'aime le un peu adjoint au maire. Oui, mais en tout cas, il y a plusieurs choses dans ce que vous dites. Bon, premièrement, quand on lit, disons, la crise énergétique avec la guerre en Ukraine, je n'en suis pas certain, puisque finalement, les Français, ou de manière générale les Européens, ont la monnaie de leur pièce. C'est-à-dire que quand on vote successivement pour des gouvernements qui affichent l'ambition, et s'il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise, de s'aborder en fin de compte l'industrie nucléaire française, eh bien, en bout de course, puisqu'on sait le peu d'efficacité, de mon point de vue, des énergies dites renouvelables, sur l'éolien et le solaire en particulier, eh bien vous augmentez le coût de la facture. Donc ça n'est pas pour moi lié spécialement à l'Ukraine. Et puis sur comment dirais-je, l'Italie, puisque j'écoutais les commentaires ce matin, en fait... c'est la coalition dite de centre-droit qui a gagné ce matin. Comme ils ont une habitude de travailler en coalition de partis, eh bien, ils étaient déjà tous un peu dans la même équipe. Et il y a un rééquilibrage. Donc, effectivement, la droite nationale prend plus d'importance par rapport à la droite plus classique. Bon, en Italie, ils ont l'habitude de travailler avec des gens extrêmement différents, puisque le dernier gouvernement est un gouvernement technique, avec des populistes, la gauche, la droite populiste donc de Salvini. Alors, bon, on verra ce que ça donne, mais je pense que c'est plus un rééquilibrage interne au niveau de la droite et de la coalition de centre-droit italienne, plutôt qu'un bouleversement. Alors en France, je le disais, rentrée parlementaire, des lois qui vont être discutées, des réformes, la réforme des retraites, on en a beaucoup parlé sur cette antenne, mais je voulais vous entendre là-dessus, et également la réforme de l'assurance chômage. Est-ce qu'il était temps de réformer, ou pour vous, on prend le problème à l'envers? Non, la retraite... comment dirais-je? En fait, vous vous souvenez quand Bernard Madoff a été arrêté, on a dit il a fait une pyramide de Ponzi et c'est extrêmement dangereux. Eh bien, le système de retraite français est un système de pyramide de Ponzi, puisqu'il n'y a aucun investissement dans l'argent des retraites, c'est géré de façon collectiviste. Donc l'argent des cotisants rentre, c'est même pas une caisse, c'est un flux, et il est immédiatement dépensé. Aucun investissement, aucune épargne. Donc il n'y a pas d'argent en fait dans la caisse et ce système ne peut pas continuer puisque je pense que financièrement ça n'est pas tenable et démographiquement la démographie française s'effondrant, ça ne pourra pas continuer. Et je pense qu'il faut un système qui soit plus personnalisé et où les gens aient plus le choix de savoir ce qu'ils veulent faire de leur argent, puisque finalement l'argent qui va dans la caisse de retraite c'est quand même leur argent qu'ils ont gagné. Et sans doute un système plus inspiré de la Suisse avec
un pilier de base garanti à tout le monde, et puis le reste, plus de liberté, serait sans doute préférable. On va crier à la privatisation, hein, si vous dites ça. En tout cas, je pense que les pays dans lesquels c'est en place sont plutôt plus satisfaits. Et ça évite aussi un sujet économique, puisqu'on parlait d'économie tout à l'heure. On voit que des fleurons, à la fois industriels et patrimoniaux français, sont bien souvent rachetés par des groupes et des fonds étrangers. Les châteaux dans le Bordelais, les vignes, enfin ce genre de choses. Et c'est parce que, à l'étranger, l'argent que vous gagnez, eh bien, vous pouvez l'investir, et donc en coalisant cela, eh bien, des centaines de personnes ont une puissance financière et peuvent faire des choses, alors qu'en France, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça, et donc bien souvent, puisque nous sommes dans un système mondial, eh bien, ces fleurons disparaissent, et je pense que ça permettrait de l'évacuer aussi, et sachant que je ne prône jamais que la liberté, c'est-à-dire que au tout départ, les systèmes de retraite ont été créés beaucoup par des caisses mutualistes ou de secours, et les gens, c'était un système qui n'était pas capitaliste, mais où les gens avaient le choix, et je pense que c'était plutôt bien. Voilà. On parle de cette rentrée parlementaire aussi avec les différents partis politiques. Alors, la droite, vous appartenez à ce courant qui a été chahuté ces derniers jours. Il va y avoir des élections d'ailleurs à LR. La droite est toujours là, elle existe toujours, coincée entre ce bloc de gauche qui est la NUPES, la majorité présidentielle qui est une majorité relative, on le rappelle, et puis là aussi le Rassemblement national, 89 députés. Comment LR peut exister, j'allais dire, dans ce contexte, dans ce schéma? Eh bien, LR, la situation est effectivement extrêmement difficile, mais bon, c'est dans l'adversité aussi qu'on peut s'en sortir. Donc, la droite LR qui a existé pendant longtemps, à laquelle j'appartiens, moi... Je suis toujours resté dans ce parti-là, eh bien, on doit faire preuve que ces propositions sont pertinentes, premièrement. Je pense que c'était beaucoup le cas avec François Fillon, qui avait mis 2 ans à préparer son programme, ce qui n'a pas été le cas là aux dernières élections présidentielles, donc on a un corpus sans doute idéologique à revoir. Il faudra faire la preuve qu'on est, qu'on peut être cru sur l'efficacité, puisqu'en fait, beaucoup de gens qui maintenant votent au Rassemblement national, parce qu'ils ont reproché à la droite finalement. Voilà, oui, ils ont reproché à la droite de ne pas avoir fait ce qu'elle avait promis, d'en avoir promis en fait, notamment lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc voilà, faire preuve qu'on est potentiellement efficace et digne de confiance, et ensuite trouver une personne. Et pour l'instant, cette personne, moi, je ne la vois pas. Donc c'est beaucoup de travail, mais bon, rien n'est jamais impossible. Donc il va falloir y croire. Justement, Paul Le Garnic, j'allais vous poser la question des personnes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de renouvellement politique. On dit, voilà, alors, peut-être pas dire faisons table rase du passé, mais il faut un renouvellement politique, il faut une nouvelle génération. Et vous ne voyez pas cette nouvelle génération? Je pense que ce sont 2 sujets différents. C'est-à-dire que, de manière générale, il faut qu'il y ait une concordance entre générations, et puis que les plus anciens laissent la place sans doute aux plus jeunes, ça je peux comprendre, mais quand on parle d'une tête de pont au niveau national, puisque c'est ça qui manque aujourd'hui au Parti des Républicains, je pense qu'il faudra quand même quelqu'un qui est plutôt d'expérience, et dans la génération des gens qui auraient potentiellement été ministres, notamment Premier ministre, ce genre de choses, aujourd'hui je ne vois pas, donc c'est plutôt cela, mais au niveau plus local, je dirais... plus basique, eh bien, ce renouvellement se fait, donc dans les mairies, dans les conseils départementaux, dans les conseils régionaux dans une moindre mesure. Donc voilà, je pense qu'il y aura une relève, mais si on veut une tête de pont, il faut quand même quelqu'un qui a un peu d'expérience, et ce ne sera pas un perdreau de l'année, quoi. On voit aussi une grande demande de plus grande autonomie pour les régions. C'est le cas ici en Bretagne. Le mot d'ailleurs autonomie, qui faisait encore peur il y a quelques années, est couramment utilisé aujourd'hui. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans la décentralisation? Oui, je crois qu'au niveau national, enfin au niveau de l'Hexagone en tout cas, les partis de droite et du centre, donc comme les Républicains, doivent beaucoup en fait aux Bretons sur ces sujets de décentralisation, puisque nous avons, et c'est pas très loin d'ici, Marc Le Fur qui a beaucoup défendu ces sujets. Il a fait évoluer beaucoup la droite parlementaire là-dessus. Si la droite parlementaire s'est retrouvée à soutenir la loi Molac alors que d'autres forces de gauche ne le faisaient pas, alors que Paul Molac est plutôt issu de la gauche, c'est en grande partie grâce au travail de Marc Le Fur. Donc je pense que les Bretons, comme dans un même registre les Alsaciens, eh bien, ont leur mot à dire au niveau de la droite et du centre pour faire, advenir la régionalisation, puisque la France est un pays divers.
hein, même dans la chanson de Roland, on parle des nations picardes, bretonnes, enfin voilà. Donc je pense que c'est le sens de l'histoire. Le centralisme n'aurait été qu'une parenthèse extrêmement néfaste, mais qu'il faut refermer, puisqu'on parlait de l'Italie, là, le système italien est extrêmement décentralisé, régionalisé, hein, la Lombardie c'est quelque chose, la Sicile c'est quelque chose, bon voilà. Et j'étais en Suisse cet été, bon, système peut-être le plus décentralisé d'Europe. Système fédéral. Hein. Système fédéral, en Espagne également. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on se rééquilibre, qu'on arrête le jacobinisme qui est une catastrophe. Alors, ces voix, elles sont diverses, à gauche comme à droite d'ailleurs, comme dans divers partis politiques qui composent l'Assemblée régionale. Ça nous amène aussi au terme de cette fameuse réunification de la Bretagne qui tarde tant. Est-ce que pour vous, c'est là aussi quelque chose qui a trop tardé, il faut passer à autre chose, il faut la réunifier, cette Bretagne, ou est-ce qu'on peut encore se donner du temps ? Je ne crois pas que les sujets comme la régionalisation ou les découpages administratifs soient purement administratifs et techniques. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir une dévolution de pouvoir à des échelons inférieurs pour que ce soit pertinent. Il faut que les échelles retenues représentent quelque chose concernant les peuples qui habitent ces pays-là, la façon dont ils travaillent, leur culture, leur mode de vie. Et par conséquent, il ne pourra y avoir un vrai pouvoir en Bretagne pour les Bretons que si la Bretagne a ses vraies frontières. De la même façon, je ne sais pas, moi, le Pays Basque, aujourd'hui, il n'y aura pas d'avenir pour le Pays Basque tant qu'ils seront fondus dans des grandes régions qui ne ressemblent à rien. Ça n'a pas d'intérêt, à mon avis, du point de vue de la régionalisation, de donner plus de pouvoir à Aquitaine, je ne sais pas avec quoi ils sont encore, le Limousin, ou des choses comme ça. Donc, il faut, premièrement, avoir un découpage des pays qui ressemblent aux pays historiques, qui sont les pays que les gens vivent, puisque les gens savent assez vite s'ils sont bretons ou pas. Hein. Il suffit de regarder déjà qui mange du beurre salé, qui n'en mange pas. Ça donne une idée de carte, hein, qui n'est pas une carte administrative. Attention, on est sur un terrain glissant, là. Mais voilà. Et ensuite effectivement, donner des pouvoirs. Mais je pense que la Bretagne sera réunifiée comme l'Irlande un jour sera réunifiée. Et c'est le sens de l'histoire. Voilà, restera à savoir qui de Rennes ou de Nantes sera la capitale de la Bretagne. Là aussi, il y aura, je pense, de grandes discussions. Ça sera très politique, finalement. Mais dans les systèmes traditionnels un peu plus anciens, il peut y avoir plusieurs villes, puisque vous savez que le Parlement de Bretagne, donc le pouvoir judiciaire, était à Rennes, alors que la Cour de Bretagne et les États de Bretagne étaient à Nantes, et ça se passait bien, et je pense que la Bretagne a vécu des périodes de prospérité avec un système semblable. Pontivy a été proposé à un moment, du temps de Joseph Lécuyer, comme capitale administrative pour la Bretagne, grâce à son point central, et je remercie là-dessus le président Chenet-Girard, qui a eu l'intelligence et l'ouverture d'esprit sans doute de choisir une ville qui n'est pas de son bord politique pour installer l'antenne du centre Bretagne à Pontivy, où auront lieu notamment des commissions permanentes. Donc c'est peut-être un premier pas vers un point politique plus important de Pontivy en Bretagne. Et voilà, tout est envisageable. Il ne faut pas être trop... comment dirais-je, avoir des œillères par rapport au système centralisé qu'on a connu. Si c'est pour recréer un système extrêmement centralisé en Bretagne, ça n'aura pas beaucoup d'intérêt. Il y a donc urgence au niveau national, cette fois-ci, faire en sorte que Paris puisse redécouper les régions, mais il faut aussi donner des moyens aux régions, il faut donner aussi des moyens aux territoires. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la Bretagne, c'est un petit budget, c'est un petit peu plus d'1,5 milliard d'euros, je crois. Est-ce qu'il faut aller plus loin dans cette décentralisation, mais en lui donnant les moyens? Premièrement, ce n'est pas à Paris, à mon avis, de redécouper les régions. C'est aux gens de savoir la façon dont ils veulent vivre, puisque les Basques, typiquement, ont demandé la création d'un département du Pays Basque. Il leur a été refusé. Les Alsaciens ont été forcés d'intégrer la région Grand Est qui ne ressemble à rien. Et bon, ça n'est pas à Paris de décider. Et quand Paris décide, globalement, ça se fait, je pense, à l'encontre des peuples de France. Donc, bon, c'est aux gens de décider la façon dont ils veulent vivre, et certainement choisiront-ils la cohérence aussi historique qu'ils ont. Et en termes de moyens, effectivement, je sais que le système peut-être le plus abouti en Europe, c'est le système basque, que je connais un peu, j'ai un grand-père basque, et au Pays Basque du Sud, en Espagne, le gouvernement basque, national basque, gère tout ce qu'il y a à gérer, collecte notamment l'impôt,
et ensuite reverse une partie à Madrid pour payer ce qui sont des compétences régaliennes étatiques type diplomatie, armée, bon voilà. Mais en termes de budget, il gère tout le budget contributif des Basques, et je pense que c'est ça le meilleur système. Et alors je verrai peut-être pas ça tout de suite, mais je pense que c'est le système juste et efficace auquel il faudra arriver. Alors Paul Le Guernic, il nous reste allez, 5 minutes, ça va être très court, mais je voulais aussi vous entendre sur l'attractivité des territoires, et puisque vous venez de Pontivy, on va parler de Pontivy ce matin. On voit que beaucoup de métropolitains, alors on a dit beaucoup les Parisiens, je le dis souvent sur cette antenne, c'est un peu générique, beaucoup de gens aiment venir en Bretagne, aiment s'y installer, certains y reviennent aussi après avoir fait une longue carrière ailleurs, voilà, pour leur retraite, mais il y a aussi beaucoup de jeunes qui viennent travailler en Bretagne, télétravailler parfois dans des domaines très pointus. C'est l'enjeu de demain, ces villes très connectées, ces villes à la campagne ou près de la campagne, et très attractives. C'est un petit peu aussi le but de Pontivy, où vous avez notre vision des choses? Non, c'est un élément effectivement d'attractivité. Cependant, je ne crois pas que la vocation des villes moyennes soit de devenir des villes dortoirs. Voilà, je parlais bien des gens qui s'installent. Hein, oui, voilà. Mais on parlait de télétravail, donc c'est pas forcément non plus travailler toujours pour une boîte plus éloignée en profitant des communautés locales. Mais oui, c'est un élément d'attractivité fondamental. De manière générale, je pense que ce sera la capacité à créer de l'activité économique et à commander l'activité économique par notamment les moyens numériques au pays qui permettra de créer les emplois, d'avoir des bonnes payes pour les employés, et aussi qui pérennise les installations, parce qu'on voit bien que une fois que les sièges de commandement, les sièges intellectuels sont partis, finalement les sites à Pontivy ou ailleurs, c'est un site sur une carte, il y a 40 sites, bon, c'est commandé à Paris, donc on ferme pas, on regroupe pas. Bon, alors que quand Glon était commandé à Pontivy, quand Ono était commandé à Pontivy, c'était différent. Donc voilà, et sans doute... Il faut attirer les entreprises plus petites, les PME, ce qu'on appelle encore les PME aujourd'hui, ou les micro-entreprises. Je ne sais pas s'il faut spécialement les attirer, je pense que on a... Xavier Fontanet disait, pour créer une entreprise, il faut à la fois la graine, les gens qui sont bons, et ensuite le terreau, savoir si ça va bien se passer l'endroit où ils sont. Et je pense qu'on a de très bonnes graines en Bretagne. On est un peuple travailleur qui est extrêmement cohérent et homogène, ce qui crée des liens de solidarité qui sont importants, y compris dans les affaires. Donc il faut simplement laisser les Bretons et les centres bretons travailler, arrêter de les emmerder, comme aurait dit Pompidou. Bon, il le disait pour les Français, mais c'est aussi vrai pour le centre-Bretagne. Je pense qu'avant d'attirer des entreprises, il faut donner la chance aux gens du pays, qui sont largement à même de créer ces entreprises. Et les grands succès que nous avons eus, c'était des gens extrêmement près de leur pays. À Pontivy, il y a quelques années, effectivement, le groupe Glon, c'est des gens du pays. Donc je pense que c'est plus important d'aider à développer les entreprises locales plutôt que d'en faire venir d'autres, même si ça doit être complémentaire. Mais les Bretons sont assez forts pour se débrouiller tout seuls de ce point de vue-là. Alors on a une Bretagne riche, alors pas forcément riche financièrement, on l'évoquait à l'instant, mais riche de ses compétences, riche des femmes et des hommes du territoire. On a une région aussi quand même relativement apaisée, même si on a des débats. Alors on parlait tout à l'heure de la réunification, ça fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Est-ce que demain la Bretagne peut devenir une région apaisée, être une forme de modèle démocratique pour d'autres régions qui auraient envie aussi de s'inspirer de l'expérience bretonne? Oui, je pense que quand on a des échelles de gouvernement politique qui sont assez près de l'individu et pas trop distants, et quand on a une population homogène, ancienne et cohérente, il y a tous les ingrédients pour que ça se passe bien. Et je pense que c'est effectivement, si on veut... moi, je peux bien comprendre qu'on ne gère pas les problèmes de la même façon en Corse, en Bretagne, sur la Côte d'Azur ou en Alsace. Donc si on essaye de créer des attelages comme ça, peut-être que ça crée plus de friction. Mais oui, la Bretagne a toujours été une terre apaisée, une terre centriste. Pour Pontivy, c'est une ville centriste aussi. Donc je pense que ça continuera comme ça. Et on voit que les endroits où on a installé ce type de fonctionnement servent de modèle. On a parlé du Pays Basque. Bon, il me semble que le terrorisme étant terminé, maintenant c'est assez apaisé. La Suisse, la politique en Suisse est assez apaisée. La preuve, c'est que bien souvent, les Français ne sont pas capables de citer des hommes politiques suisses, ce qui est bon signe, puisque ça veut dire qu'ils laissent sans doute les gens se débrouiller un peu tout seuls. Et donc voilà, je pense que ça parle de soi-même, quoi. Voilà, donc terre apaisée, région apaisée, et puis région qui compte. Alors,
tout dernier mot, il nous reste vraiment une poignée de secondes. Une Bretagne dans l'Europe ou une Bretagne rattachée à la France toujours, parce qu'on entend des voix qui disent bah oui, si demain on fait des régions très fortes, on va oublier la France au profit de l'Europe. Voilà, il y a deux visions qui s'affrontent. Quelle est la vôtre, hein? Bon, l'Europe déjà c'est le c'est le continent de la civilisation européenne et du peuple européen, hein, de Brest à l'Oural certainement, donc même quand il y a des changements politiques, même quand ça nous plaît ou que ça nous plaît pas, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas plutôt, eh bien les peuples européens restent en Europe et je pense au contraire que l'échelle continentale est importante pour les enjeux et sans doute les défis qu'il y aura à l'avenir. Hein, les sujets énergétiques, ça gère au niveau continental, migratoires, médicaux, de sciences, de technologie. Donc évidemment l'Europe. Et je ne crois pas que la force des régions affaiblirait l'Europe. Aujourd'hui, c'est plus au 19e la création des États-nations, des États nationaux qui ont plus créé de la division en Europe, qui les ont arrangés, alors que les systèmes de confédération, comme on en a parlé pour la Belgique, ont été plutôt apaisés, n'ont pas créé de grandes tensions. Donc je pense que l'avenir de l'Europe, c'est des régions fortes au sein du continent de la civilisation européenne. Voilà, la France là-dedans, elle reste là quand même. Ah oui, la France reste là. Moi, j'ai un passeport français, j'en suis très content. Donc, mais voilà, je pense que c'est le sens de l'avenir et avec de la proximité qui sera faite plutôt au niveau des petits pays, des petites patries, et puis des enjeux continentaux de civilisation qui seront faits au-dessus. Et la France est importante, elle gère notre armée, notre diplomatie. Il faut que ça continue comme ça, et puis chacun aura de quoi faire déjà. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va devoir se quitter, Paul Le Guernic. Il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez, c'est promis. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Pontivy en charge de l'attractivité économique, de la tranquillité publique, la sécurité et des affaires générales. Et vous êtes également conseiller communautaire. Et vous êtes venu, malgré les embouteillages parfois sur nos routes bretonnes, jusqu'au micro de Bretagne 5 pour être en direct ce matin dans la matinale. Je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup Stéphane. Et puis à bientôt. Toujours un plaisir de venir sur Bretagne 5. Eh bien, merci beaucoup. Il est 8h58. Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon.